Notre laboratoire continue ses productions, ses réflexions sur le management, les collaborateurs. En effet, cette crise, elle nous donne beaucoup matière à réfléchir sur tous les sujets. Le management à l'épreuve du Covid, le risque sur des crises d'engagement, on sent bien au retour. Au retour, on ne sait pas très bien quand et comment, mais tout du moins en post-confinement, ça va pas être que simple dans les relations et on a vu un certain nombre de choses, le retour du care, beaucoup ont dit voilà, il y a eu une vraie prise de conscience des managers sur le besoin d'être plus à l'écoute, plus attentifs à leurs équipes, mais aussi on voit bien avec des sondages qui nous ont montré que travailler en télétravail pouvait être également source de détresse psychologique, comme l'a montré l'étude qui a été publiée lundi. Alors avec la chaire innovation managériale et excellence opérationnelle, Eurogroupe écrit un ouvrage donc sur les organisations à l'épreuve du Covid 2019 et David Autissier, donc enseignant-chercheur qui va animer avec nous la séance, va partager avec vous des premières réflexions. Voilà, histoire de lancer aussi les débats et après on laissera une part assez belle aux échanges. N'hésitez surtout pas. À toi, David. Merci Cécile. Donc David Autissier, je vois que nous sommes 82, donc bonjour aux 82 et ceux qui vont venir. Merci pour cette invitation. Donc effectivement, je vous propose d'échanger un tout petit peu. Cécile Michel l'a mentionné. Dans le cadre des 2 chaires ESSEC que j'ai la chance de diriger avec Jean-Marie Peretti, donc sur le changement et sur l'innovation managériale, nous menons actuellement donc un travail qui vise effectivement à analyser comment les entreprises vivent cette situation de crise, aménagent leur fonctionnement. Et l'ouvrage, c'est alors gestion de crise, alors le titre pour l'instant, et les organisations à l'épreuve du Covid-19. Donc dans cet ouvrage-là, on aborde plusieurs choses, et ce qui va permettre d'introduire, dirais-je, les propos, dirais-je, de mon intervention. Qualification de cette crise ou de ces crises, j'en parlerai un tout petit peu après, la manière de gérer ces crises, donc les fondamentaux dont on a besoin, tout ce qui est lié donc à la gestion de la crise et de la succession de crises, et puis aussi toute une réflexion sur que va-t-il sortir de tout cela, sans tomber dans l'idéalisme, sans tomber non plus dans le dogmatisme militant. Quels seront les nouveaux modèles d'organisation qui peuvent sortir de ce temps que nous vivons tous. Donc mes propos aujourd'hui s'inscrivent effectivement dans le cadre de cette réflexion. Une anecdote quand même par rapport à ce travail-là, cette réflexion, et qui introduit un peu le propos. Quand on a fait cela, on a contacté nos maisons d'édition et un certain nombre d'acteurs de l'édition nous ont dit, il faut sortir cet ouvrage-là en 3 semaines. Il faut qu'il soit en ligne, bien sûr, à la deuxième quinzaine de mai. Et un certain nombre d'acteurs nous disent « Ah, c'est impossible, on ne peut pas. On peut le sortir qu'en octobre. » Et on leur dit « Mais non, la problématique a complètement changé. Vous ne pouvez pas appliquer les processus préalables à la situation d'aujourd'hui. » Et un certain nombre disent non. Donc, ce qui pose beaucoup de questions sur, alors on va parler de résilience, on va parler de capacité. Et là, j'étais assez surpris de voir que des acteurs disent non, on jette l'éponge. Donc je ne sais pas si c'est temporaire et qu'à un moment donné, ils reviendront sur des processus, mais on voit bien que là, il y a des éléments qui amènent dans une forme de re-engineering, et je vais en parler après. Le propos en grosse demi-heure que je voudrais partager avec vous, on a beaucoup échangé avec Cécile Michel sur le sujet, et je sais que j'ai vu, il y en a un certain nombre peut-être, parce que je fais un certain nombre de conférences, j'ai fait un certain nombre de conférences qui s'appellent gestion de crise. Et aujourd'hui, la problématique, elle n'est pas, ce qui était vrai il y a 15 jours ne l'est plus tellement aujourd'hui, de gérer la crise qu'on va appeler du confinement, mais aujourd'hui de dire, déjà, on n'est plus dans la crise du confinement, on est dans la crise du déconfinement, donc déjà on déplace un tout petit peu, et de dire ce qu'a dit Gilles Bonenfant donc tout à l'heure,
aujourd'hui, nous rentrons dans une trajectoire de crise, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on passe d'une crise à une succession de crises. Alors, quelles sont-elles, avec l'ampleur, à quelle ampleur, on n'en sait rien. Mais les modèles organisationnels sur lesquels on doit réfléchir s'inscrivent non pas dans la gestion d'une crise, ce qui était un tout petit peu la manière d'appréhender, hein, dire on a une crise et on va revenir vite à notre ancien fonctionnement. Là, on voit très bien que, au regard de ce qui est mentionné, les délais sont quand même sur 1 an et demi. Donc, alors après, je ne suis pas virologue ni épidémiologiste, donc je n'en sais rien. Mais si on prend les signaux forts et signaux faibles que l'on peut voir dans les médias et sur les acteurs, dirais-je, experts du sujet, on sent qu'on rentre dans un temps, effectivement, où les organisations vont devoir gérer une succession de crises. Donc, on appelle ça une trajectoire avec des boucles de crise régulières. Donc ça, c'est quand même le propos. Par rapport à cela, il y a effectivement comment, entre guillemets, passer d'une crise à une trajectoire de crise. Et là, toute la problématique qu'on appelle de résilience organisationnelle, c'est-à-dire comment les entreprises vont-elles apprendre. Alors c'est assez intéressant parce que nous on est en train de regarder, alors l'ouvrage qu'on a mentionné, c'est un ouvrage à la fois sur des organisations françaises, mais on travaille aussi avec des personnes donc à Singapour, en Corée du Sud, en Chine, aux États-Unis, aussi on travaille aussi avec l'Inde. Avec... Ça, c'est une deuxième intéressant. Pardon, donc on essaie... En gros, ce sera et puis il nous entend. On essaye de voir un tout petit peu ce qu'il en sera, dirais-je, au niveau mondial pour avoir des points de vue, dirais-je, différenciés au niveau mondial. Donc, ce que je vais essayer de vous développer, c'est 3 points. Trajectoire de crise, gérer la crise pour développer la résilience organisationnelle, le 2e point, et puis la réflexion sur les nouveaux modèles organisationnels qui peuvent, dirais-je, émerger de ce phénomène. Ce qui est intéressant, enfin, depuis la mi-mars, hein, donc ce qui est peu, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les organisations, on disait, pour déployer un projet, il nous faut 12 mois, 24 mois. Aujourd'hui, on a vu des organisations qui, en 1 mois, revoyaient, alors bien sûr, en urgence, en crise, etc. Donc, on voit très bien qu'effectivement, là, en très peu de temps, on a pu mettre des choses. Il y a même un courant, dirais-je, américain qui dit finalement, alors il y a un petit côté cynique, hein, de dire cette crise va nous permettre de faire des gains de productivité comme on n'a jamais fait. Alors, on regarde ça, on se dit, c'est un peu cynique. Hein. Il y a tous les travaux qui ont été faits par Graeber sur les bullshit jobs, sur un certain nombre de choses, dire finalement, on se recentre sur l'essentiel et on va beaucoup plus vite dans la décision. Je veux dire, l'analyse est un peu forte, mais elle n'est pas, dirais-je, inintéressante. Donc, on a vu cette crise dès la mi-mars arriver avec plusieurs choses hein, qui se sont mentionnées très rapidement. Premier élément qui a caractérisé, c'est comment maintenir un niveau de production minimum ou assurer des chaînes de production quand cela était possible, lié à la décision de confinement ou pas et quels étaient les acteurs. Donc là, on voit quelque chose de clé sortir dans les organisations, c'est quelles sont les chaînes, dirais-je, de production et de valeur élémentaire, critique. Et là, on a vu qu'effectivement, si le marché était là, je réponds bien parce que tout ne sont pas, mais on a vu effectivement, on a vu des acteurs qui se sont très vite changés. La logistique a opéré des transformations très rapides. Hein. La logistique, je ne sais pas si vous recevez des colis chez vous de la part de... Mais aujourd'hui, ils ont mis très rapidement en place des applications. Quand vous recevez un colis, le livreur ne rentre pas chez vous, dépose le colis, vous recevez un code, vous remplissez le code, vous tapez le code comme vous avez bien. Donc très vite, il y a eu des applications sur ce qu'on appelle les chaînes de production. On a vu aussi cette crise-là que globalement, alors ce qui a été dit par le président de la République lors de son allocution le 13 avril, il y a une structuration sociétale qui s'est faite. Hein, alors lui, il avait mentionné 3 lignes. On voit clairement dans les organisations, après ce maintien, dirais-je, des chaînes de production élémentaires,
on a vu des acteurs en première ligne. Alors, ce qu'a dit le président de la République le 13 avril, il mentionnait la première ligne des soignants, la deuxième ligne sur les chaînes des besoins vitaux et la troisième ligne sur l'ensemble de la population. Là, ce n'est pas tout le cas, mais dans les organisations, on voit ceux qui sont en première ligne et ceux qui sont en deuxième ligne, ce qui a amené certains à résumer cela en disant les invisibles deviennent visibles. Effectivement, on a vu un certain nombre d'acteurs arriver. Je mentionne ça comme étant un élément parce qu'effectivement, ça va être aussi des situations à gérer dans la crise et après la crise également. Toujours pareil dans ce premier point, hein, dans cette trajectoire de crise qui s'est amorcée, on a eu effectivement beaucoup de personnes qui ont été en télétravail. Alors bien sûr, on connaît le sujet qui est mis en œuvre. Aujourd'hui, hein, donc la situation économique hein, au 20 avril, je regardais, alors les chiffres changent tous les jours, hein, 9,6 millions de salariés qui étaient en chômage partiel sur 22 millions à peu près, hein, et on a 20% de personnes qui sont en télétravail. Donc 20% de personnes en télétravail et 25% qui continuent à se rendre sur leur lieu de travail. Alors on a bien sûr mentionné, il ne faut pas oublier que la notion de télétravail étant réservée à certaines activités, certaines transactions, toutes ne pouvant pas être. Certaines entreprises l'ont fait plus rapidement que d'autres. Mais aujourd'hui, on a encore 25% des gens qui continuent à se rendre sur leur lieu de travail. Donc, et on a effectivement cette partie au chômage. Toujours pareil par rapport à cela, quelques chiffres. Hein, aujourd'hui, il y a eu tout un travail qui a été fait aussi pour maintenir, dirais-je, la capacité des organisations dans leur financement. Il y a, je regardais le chiffre hier, 200 000 entreprises qui ont bénéficié d'un PGE pour un montant de 30 milliards. Donc là, on a effectivement cette notion. Alors, la notion de télétravail, de distanciel que nous vivons aujourd'hui est assez intéressante. Moi, je suis dans l'éducation nationale. Il y a un mois, tous les profs nous expliquaient, pas tous, pardon, excusez-moi, un certain nombre de personnes nous expliquaient que le distanciel était impossible, eu égard. Aujourd'hui, la question ne se pose même pas. Et effectivement, de dire alors, et comment ça va, comment ces adaptations, dirais-je, conjoncturelles vont avoir des conséquences structurelles par la suite. Aujourd'hui, donc, on a cette crise-là, et donc les organisations à la fois ont mis en place ce qu'on appelle des plans de survie hein, liés à des dispositifs, dirais-je, économiques, à des dispositifs organisationnels. Après, aujourd'hui, se pose la question quand même, aujourd'hui déjà, comment gérer la suite. Gérer la suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un premier cycle qui arrive, qui est le déconfinement. Comment gérer le déconfinement? Aujourd'hui, on est dans le cadre des travaux que l'on fait dans le cadre des deux chaires, là, l'ESSEC, beaucoup d'organisations nous disent, est-ce que vous avez un modèle de déconfinement? Alors déjà, ça va dépendre de l'activité, ça va dépendre de l'environnement. Enfin, le déconfinement dans une banque, c'est pas le déconfinement dans une industrie. Donc aujourd'hui, on voit des techniques sortir avec des logiques plutôt de déconfinement progressifs, hein, donc qui vont se faire. Alors est-ce qu'on met 10%, est-ce qu'on demande à 10% des gens de revenir 15%, à quel moment donné on demande 100%, donc il y a plein de problématiques. Se pose aussi par rapport à ça beaucoup de problèmes organisationnels, hein. Comment allons-nous gérer? Alors des choses très simples hein, sur la restauration dans les organisations. Donc on retrouve le caractère français sur la dimension, dirais-je, du repas. Mais on a plein de problèmes. Donc là, on a comment point clé quand même qui mentionne cela. On a quand même aussi dans cette trajectoire, dirais-je, de crise, ce sont des crises liées à une sécurité sanitaire. Mais on a aussi une crise ou des oscillations de crise liées à la décroissance qui découle de cela. 8% du PIB en moins, jamais vu ça. On ne sait pas du tout comment l'économie va réagir à cela, le système globalement. Est-ce qu'on aura un effet de rattrapage? C'est un peu compliqué. Donc on ne sait pas jusqu'où il sera un impact sur les marchés, sur la demande.
là. Alors peut-être que ça va jouer, il y aura un effet rattrapage. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu dans la presse ce matin ce McDo dans le 77 qui a réouvert et il y avait plusieurs kilomètres de queue au drive. Donc on se dit, donc est-ce qu'il va y avoir un effet rattrapage ou pas de ce type-là? On n'en sait rien. Donc aujourd'hui, on a la crise du confinement, la crise du déconfinement et aussi un certain nombre de choses, de cycles de crise qu'on ne connaît pas aujourd'hui par rapport à cela. La date du 11 mai a été donnée, hein, donc par rapport à cela, avec un côté à la fois, donc ça donne une date, mais ça développe aussi beaucoup d'éléments anxiogènes dans les organisations. Dois-je y retourner? Comment ça va se faire, etc. Et là, l'ensemble des salariés sont en attente de plans, entre guillemets, de reprise. Point clé, et j'ai un peu, je vais essayer de laisser quelques temps aussi d'échange, parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous, ce que l'on dit par rapport à cette situation, déjà, on a vu beaucoup de choses se mettre en place dans cette notion, dans cette première vague d'un mois, là, que je vais appeler gestion du confinement. Moi, j'incite beaucoup d'organisations à dire, est-ce que faites déjà un retour d'expérience sur ce qui a été mis en place. Donc, on a fait ce qui a été mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et quels sont les éléments dans ce que vous avez mis en place qui vont perdurer ou pas. Vous voyez, c'est assez simple, c'est une sorte de retour d'expérience à un mois, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu parti dans tous les sens quand même si les organisations essayent de trouver des régimes de cohérence. Déjà d'avoir à un mois, entre guillemets, ces bonnes pratiques, ou ces pratiques après, parce qu'on est dans une situation d'urgence, donc voilà, donc j'avais un peu envie de vous écouter déjà dans un premier temps avant de passer sur la notion des facteurs de résilience organisationnelle. Sur quels sont vos retours, vous, en termes de pratique? Est-ce que vous avez fait cet audit, entre guillemets, j'appelle ça audit, on pourrait appeler ça retour d'expérience, on pourrait appeler ça bilan, de se dire ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce qui pourrait perdurer et qu'il y aura une incidence sur les structures et dans le temps. J'ouvre un peu l'échange pour rythmer. Cécile? Oui, très bien, allez-y, on vous écoute. C'est ce que tu m'as demandé, hein. Tu m'as dit fais pas trop le prof. Hein. Ah. T'es sympa, merci. Ah, je savais. Non mais c'est pour... N'hésitez pas, hein, au contraire. Partagez avec nous vos... Bon, je peux continuer à faire mon prof, hein, si vous voulez. Serge Mercadier, Bonjour, un partage. Déjà, je vous remercie beaucoup pour ce webinaire. Je partage bien les choses, c'est-à-dire que le passage en mode crise, confinement, a été bien plus simple que ne sera le déconfinement. Déjà parce qu'il était brutal et qu'il fallait absolument réagir, alors que le déconfinement, on a tout un tas de choix et d'angoisses à gérer. Et la progressivité, à mon avis, sera une catastrophe en matière de performance opérationnelle. Pour ce qui nous concerne, je travaille dans l'ingénierie, le passage en confinement a été immédiat et ne s'est pas traduit par une baisse de productivité, je dirais presque, je ne vais pas dire au contraire parce que sinon c'est provocateur, mais il n'y a pas eu de baisse de productivité. Le run, le build, tout fonctionne. Par contre, le déconfinement, je pense qu'on sera bien moins performant avec 25 ou 30% de gens sur site que 100% de gens à la maison. Voilà, donc on a ce déconfinement à gérer. Et dans les médias, je sais que ce sera pour nous beaucoup plus difficile de déconfiner que de confiner. Merci Serge. D'autres points de vue, retour? Non. Bon, je vais continuer un petit peu, puis après moi, si tu veux, je peux faire quelques commentaires. Merci. Par rapport à ce que tu as dit, c'est Gilles Bonenfant. Sur le déploiement, nous, on avait prévu de déployer Teams sur toutes nos équipes et l'informatique nous avait dit, en gros, il va falloir faire plusieurs séquences en 3 jours et autres. Je crois qu'on a su mettre Teams en quelques heures pour l'ensemble des équipes et que les équipes s'y sont mises. Alors, c'est à la fois une performance de déploiement et puis c'est un outil horrible parce que finalement, on passe nos journées sur Teams, ce qui est assez infernal, même si ça crée un lien entre nous. Mais ce point de déploiement ou ce point de rythme à donner sur un certain nombre de choses, je trouve ça pertinent et ça doit probablement nous interroger sur
sur les choix qu'on sait faire dans des moments difficiles et de crise. Nous, on vit le 11 mai d'une certaine façon assez intéressante, puisqu'on est à cheval entre plusieurs choses. Le côté sanitaire et sécurité et hygiène de nos collaborateurs qui priment devant tout. Et puis les demandes de nos clients. Alors ça nous amène à avoir quelques injonctions contradictoires, parce que si on doit appliquer toutes les demandes de nos clients, on doit s'appuyer sur le plus grand commun dénominateur de tout un chacun, ceux qui ne veulent plus nous voir ou ceux qui veulent nous voir dès le 12 mai. Sachant qu'on est quand même dans une inconnue, c'est quelles vont être les consignes sanitaires, les ARS, l'Académie de médecine, qui me semblent être des grands repères, ou les recommandations du gouvernement. Alors dans des métiers de service comme les nôtres, moi je considère que le 12 mai sera assez semblable au 10 mai ou au 8 mai ou au 5 mai, c'est-à-dire qu'on sera quand même pour beaucoup en télétravail, qu'on va devoir, pour protéger nos clients et protéger notre activité et surtout protéger nos collaborateurs, faire durer ce système-là pendant quelques semaines encore. Et nous, on envisage plutôt de rester dans un mois de mai très télétravail, sauf quelques exceptions, et peut-être même jusqu'à fin juin. Voilà. Merci Gilles. D'autres avis, remarques? Je reprends la parole. Merci. Et alors effectivement, ce que l'on voit aujourd'hui, quand je disais cette trajectoire, c'est, il y avait Serge Mercalli a bien mentionné, on était rentré dans un sentiment d'urgence. Alors, en connaissant gestion du changement, hein, Cotter l'a mentionné depuis longtemps, que l'urgence est un élément clé dans, entre guillemets, l'adhésion, parce que si on ne fait pas, il y a un risque de survie qui est là, et donc on a un risque de non-survie, pardon, qui est là. Aujourd'hui, ce qu'on voit globalement, en écho aux propos qui ont été mentionnés, c'est que on va rentrer dans une phase où on va avoir, effectivement, comme je l'ai mentionné, un certain nombre de crises à gérer, dont le déconfinement qui risque d'être plus compliqué parce que on rentre dans un aspect où, globalement, on ne rentre pas dans une crise qui va durer 1 mois, 2 mois, on rentre dans une trajectoire sur laquelle on ne voit pas la fin. Et là, en gestion du changement, on dit toujours c'est passer du point A au point B, on dit on est au point A, on va vers quelque chose, et là, il y a un certain nombre d'éléments un peu anxiogènes qu'il va falloir gérer auprès des équipes, mais aussi dans les organisations, des équipes et dans l'ensemble de l'organisation. Et on va avoir, non seulement on va reprendre des boucles, mais en même temps, on ne connaît pas la nature des crises que l'on va devoir gérer. On va sûrement avoir à gérer les crises qui sont de nature sanitaire, comme celle que l'on a mentionnée. Est-ce qu'il y aura une deuxième, une troisième, a priori vague? A priori, il y a un certain nombre d'experts qui s'entendent sur cela, mais là, toujours. Mais il va y avoir aussi plein de micro-crises, comment s'adapter, comment faire, etc. Sur le déconfinement, Gilles Bonenfant a mentionné, on voit le modèle progressif, de dire on va effectivement... Il y a quelques grandes banques qui sont présentes. Il y en a qui mentionnent, j'avais un échange avec une, on va d'abord ramener 10%, on va ramener 25%, et globalement, on estime que 100%, dirais-je, de nos effectifs reviendront s'il n'y a pas de changement, en septembre, voire en octobre. Je vais revenir un tout petit peu sur quelques notions qu'on retrouve dans cette notion de bilan de ce premier cycle. C'est la notion de ce que j'appelle de résilience organisationnelle, comment le développer. Alors, premier élément, la lecture, entre guillemets, de cette crise, là, c'est effectivement une notion de choc émotionnel, quand même. Donc, on a une notion de choc émotionnel. Ce qu'on appelle un choc émotionnel, c'est on va toucher ce qu'on appelle les sécurités ontologiques des personnes, c'est-à-dire ce qui fonde l'équilibre psychologique et existentiel. Il y a une peur qui est là, une peur pour, dirais-je, sa santé, la santé de ses proches, la vie, la santé et la vie, je vais bien inciter sur une notion. Et puis là, on est en train de passer dans un deuxième niveau, dirais-je, ontologique, qui est, les personnes se disent, mon entreprise va-t-elle perdurer? Mon activité va-t-elle perdurer? Donc là, on voit bien que ça touche, et tout un chacun, on est effectivement dans cette période un peu floue. Alors, en reprenant une phrase d'un général allemand qui avait dit dans un contexte particulier pour la France, qui disait « la meilleure défense, c'est l'attaque », on voit bien, effectivement, on a eu dans le cycle, on a eu les 15 premiers jours où
le pays était vide, hein, on sentait que tout le monde avait pris ce choc-là. Depuis, tout le monde est en train d'essayer de relancer énormément de choses. Donc, mais donc ça, c'est les individus et le collectif. Il ne faut pas nier cette notion de choc émotionnel et de rupture des sécurités ontologiques sur cet équilibre. Voilà. Donc ça, c'est quand même un premier point qui est relativement important. Par rapport à cela, comment gérer cela? Pour mentionner cet état de sécurité ontologique, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage, hein, qui est sorti donc le 20 avril, qui mentionnait que 44% des salariés qui étaient en télétravail se sentaient en situation de détresse psychologique et 25% en risque de dépression. Alors ça, c'est sûr, on a eu un échange donc, avec Cécile Michel sur le sujet. C'est 44% des salariés en télétravail qui correspondent à 20% des salariés au global. Mais on sent quand même que, Cécile Michel l'a mentionné tout à l'heure, ce besoin d'accompagnement, ce besoin de care, par rapport à cette situation-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est aujourd'hui, dans les chaînes de contamination, on dit l'unité d'analyse n'est plus l'individu, mais le groupe. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas sur un individu, on raisonne sur un groupe et sur des chaînes de contamination. On voit aussi que d'un point de vue psychologique, est-ce que j'appartiens à un groupe? Où est ma tribu? En quoi ma tribu m'envoie des signaux forts et des signaux faibles qu'elle est là, elle peut faire des choses. On le voit, alors on est dans une culture française, on attend beaucoup de l'État. On a vu quand même ces 37 millions de personnes qui étaient devant leur poste de TV pour l'allocution du président de la République. On a effectivement, l'individu a une attente des collectifs dans lesquels il est. Alors les collectifs peuvent être différents, hein. C'est les collectifs, la famille, le collectif du service, le collectif des amis, le collectif de l'entreprise, etc. Mais là, effectivement, il y a une attente, et ces chiffres-là, alors après, c'est toujours pareil, on voit, il y a beaucoup d'enquêtes, mais aujourd'hui, ça montre que ce choc émotionnel nécessite un accompagnement, dirais-je, des acteurs. Pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à cela, on voit que ça déplace un tout petit peu aussi. Alors, on n'a pas beaucoup de données pour l'instant parce que une échelle d'un mois, quand même, c'est pas énorme. Sur le déplacement des besoins des individus. Aujourd'hui, on ne sait pas encore, hein. Dans le déclaratif des personnes, je dis bien dans le déclaratif des personnes, on a aujourd'hui entre 50 et 60% de personnes qui disent « moi, finalement, mon modèle basé sur la consommation, la promotion sociale, je reviens dessus ». Je dis bien dans le déclaratif. On verra comment ça s'inscrit dans le temps. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi, et c'est un élément de réponse aux acteurs, ce qu'on appelle la notion de sens et d'utilité sociale et sociétale. Je suis là, mais une des meilleures manières, c'est effectivement d'avoir un rôle d'utilité sociale et sociétale. Que puis-je faire pour mon collectif ou mes collectifs? Alors, il y a tous les travaux sur la création de sens, mais à titre illustratif, il y a une dizaine de jours, à peu près, le ministère de l'Agriculture avait lancé un site pour avoir des personnes volontaires pour être saisonniers. 40 000 personnes, le premier jour, se sont portées volontaires. Donc, et quand il y avait des interviews de ces personnes, les personnes disaient « Moi, en fait, je suis là dans une situation où je ne fais rien, je suis confiné et j'ai envie d'être utile. » Donc, en quoi puis-je être utile? Parce que le fait d'être utile, c'est aussi un moyen de re-rentrer dans le collectif, de réaliser des choses et de se remettre dans une dynamique. Donc ça, c'est relativement important. Les travaux sur la création de sens, alors il y a un auteur qui est assez connu, qui est Karl Emanuel Weick, hein, qui dit qu'il y a trois types de besoins qui conditionnent l'engagement des personnes dans cette logique de création de sens. Il dit finalement les individus ont des besoins de sécurité, d'avenir et de reconnaissance. Je trouve que cette notion est assez intéressante. Alors bien sûr, on a tous en tête les grilles sur les besoins de type Maslow, hein, mais on se rend compte qu'effectivement, lié à l'engagement, à la création de sens, je veux dire, moi, finalement, les individus vont rechercher, hein, dans les organisations des signaux forts, des signaux faibles. En termes de sécurité, est-ce que mon intégrité n'est pas en jeu? Et quels sont les éléments qui me permettent effectivement d'avoir une sécurité? Aujourd'hui, première question, hein, nous dans les établissements du type ESSEC, la question c'est: avez-vous des masques ou pas?
Donc, on n'en est même pas si on fait cours ou pas cours. C'est quels sont les éléments qui sont prévus pour. Et effectivement, on voit bien ce besoin de sécurité. Donc là, les organisations se doivent de dire voilà comment on va travailler, mais comment, quels sont les éléments qui permettent effectivement une sécurité, dirais-je, de proximité à l'instant T, mais une sécurité aussi dans le temps de dire on ne va pas vous licencier dans un mois. Donc on voit bien là cette notion de sécurité qui est clé et quels sont les éléments que l'on mentionne. L'autre point, c'est l'avenir. Le besoin d'avenir. Il y a un besoin de projection. Donc là, il y a effectivement de dire nous sommes là, nous allons là, nous sommes là, voilà l'enjeu, voilà ce vers quoi, même si on peut dire qu'à un moment donné, il y a des variables qu'on ne maîtrise pas, mais ce besoin d'avenir est relativement important. Et l'autre point clé, c'est la notion de reconnaissance. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'on connaît cette notion-là. Hein, donc aujourd'hui, cette notion de reconnaissance est relativement importante. Alors bien sûr, on a tous les travaux sur la théorie de la justice sociale avec le sentiment d'équité et d'inéquité. Hein. Mais effectivement, en quoi je participe et en quoi ma participation, dirais-je, me fait exister dans ce collectif et me permet d'être reconnu par ce collectif. Donc là, effectivement, il y a beaucoup d'attentes sur « merci d'avoir fait ce que tu l'as fait ». Alors aujourd'hui, on passe en distanciel. Hein. Alors, il y a une efficacité du distanciel parce qu'on va directement. On oublie aussi parfois dans le distanciel un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui peuvent être jugés parasites en termes de performance, mais qui sont des éléments de socialisation, de lien entre les personnes. Donc ça, c'est relativement important. Alors, on le voit, les apéros-parties se développent, il y a un certain nombre de choses, mais quels sont tous ces éléments? Donc, de dire, par rapport à ce choc émotionnel et par rapport à cette situation, de retravailler, et là, c'est toute la ligne managériale qui va être en situation de. Ce qui m'amène aussi, donc, le premier point dans cette notion de résilience, répondre aux besoins de sécurité, d'avenir et de reconnaissance des personnes. Aujourd'hui, il y a un autre point qui est clé que l'on voit dans les organisations, c'est le leadership, la présence du leadership. On attend beaucoup des leaders, déjà leur rôle qui sont là pour répondre à ces trois besoins qui sont mentionnés, et on attend beaucoup qu'ils prennent la parole, qu'ils disent des choses, moi, je mentionne à titre d'illustration, hein, à un moment donné, donc dans le cadre de la chaire, donc j'ai des entreprises partenaires qui sont un certain nombre ici, on nous a dit et vous, qu'avez-vous à dire? Et moi, j'ai une phrase malheureuse, on dit mais moi, je ne gère pas les situations de crise. On m'a dit mais si, tu dois prendre la parole. Tu ne peux pas ne pas prendre la parole. Tu travailles sur le changement, tu travailles. Donc du coup, on s'est dit, bah, effectivement, nous, notre rôle, il y a des gens qui sont soignants, qui font des choses. Vous êtes dans les organisations, vous faites tourner les organisations. Nous aussi, on doit aller vers cela et être en situation, dirais-je, d'ouvrir ce champ de compétences. Donc, de dire, il y a une part de responsabilité, de dire, je prends ma responsabilité, je ne vais pas chercher à vous imposer quelque chose, mais compte tenu de mes compétences, de mes ressources à l'instant T, je peux effectivement proposer des choses qui vont répondre à des besoins de sécurité, d'avenir, de reconnaissance, mais aussi proposer des choses, des ressources qui vont aider, contribuer à l'action collective. Et ça, c'est la prise de responsabilité des leaders. J'ai dit dans la prise de responsabilité de leadership, alors, leader, c'est à tous les niveaux. Hein. On est leader, en tant que parents, nous sommes leaders d'une famille. Nous devons expliquer à nos enfants un certain nombre de choses. Tous les chefs d'entreprise, tous les responsables de service doivent jouer ce rôle, entre guillemets, de lien. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu quand même dans des organisations en disant la hiérarchie, etc. Et là, on retrouve quand même les bienfaits d'éléments, dirais-je, de hiérarchie, de leadership. Je ne confonds pas les deux, attention. Mais on retrouve l'importance qu'il y a d'avoir des corps intermédiaires dans l'ensemble de l'organisation qui vont permettre effectivement d'aller répondre aux personnes et aussi d'avoir un élément de répondre aux besoins de sécurité, d'avenir et de reconnaissance. Point clé, toujours pareil, donc répondre aux besoins, le leadership, la communication. Alors la communication dans un contexte incertain, on est tous fatigués, dirais-je, des éléments un peu anxiogènes et de la surinformation qu'on peut avoir. On a toujours un dilemme dans une information en situation de crise. Jusqu'où on est alarmiste pour sensibiliser et jusqu'où on rassure. Donc c'est toujours un peu la problématique. Donc ça c'est quand même. Et là on voit la communication, c'est du grand art. C'est
trouver les mots qui vont capter l'attention et qui donnent des éléments de réponse aux interrogations des personnes. Dit comme ça paraît simple. Quand vous devez le réaliser avec des cibles qui sont très hétérogènes et qui sont en situation d'attente, c'est plus compliqué que ça. Donc, et moi, je dis toujours, la communication, c'est un travail, c'est pas envoyer un message, c'est comment avoir un impact sur un groupe. Et avoir un impact sur un groupe, ça veut dire quels sont les éléments qui vont capter leur attention et quels sont les éléments qui vont effectivement leur donner des éléments de réponse. J'espère être l'exemple de ce que je suis en train de dire. Donc, on a cette notion de contenu. Alors, quand je dis contenu, c'est forme et fond. Et puis, il y a aussi un autre point clé dans la communication, c'est la périodicité. Et là, la périodicité, à quel moment donné, les acteurs en responsabilité, en leadership, interviennent, donc le travail qu'ils ont à faire sur leur communication. Gilles Bonenfant l'a dit, oui, on a Zoom, on a Teams, on a un certain nombre d'outils qui sont là, mais quel est le message que je viens donner? Ça se prépare en amont, c'est-à-dire que le distanciel nécessite effectivement beaucoup de préparation, beaucoup plus qu'on ne le pense, parce qu'on ne peut pas récupérer des choses qu'on pourrait avoir dans le présentiel. Le point clé que je mentionnais en plus, c'est la périodicité. Quelle périodicité? Dans des situations de crise, les personnes ont besoin de repères. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour tous ceux qui ont des enfants et qui font l'école à la maison, on voit qu'un des facteurs clés de succès de cela, c'est leur redonner des repères. Et là, quelle est la périodicité? Est-ce que je fais toutes les semaines? Est-ce que je fais toutes les 2 semaines, etc. Mais on attend la parole des leaders et de recréer des rites dans les organisations qui sont liés à ce temps à la fois communicationnel, mais aussi pas que en communication descendante sur le fait d'échanger sur leurs pratiques, parce que le fait, dirais-je, de pouvoir échanger, et quand on partage sa peur, on diminue l'intensité de celle-ci individuellement. Donc on a effectivement, après sur l'aspect communication, on retrouve dans la manière de parler, dans la manière de construire un discours, il y a des choses assez simples qu'on retrouve, c'est constat, explication, proposition. Voilà la réalité, voilà des éléments explicatifs, voilà ce que je propose. Faut jamais être sur un seul, dirais-je, sur ce trépied. Si vous êtes que sur le constat, on dit bah ok, mais avoir des éléments d'explication, parce qu'on a la compréhension est un élément qui nous permet effectivement de commencer à échanger, à mettre en œuvre des processus, dirais-je, de résolution, et puis des propositions. Donc il est important d'avoir ce triptyque-là. Communication, leadership, répondre aux besoins, 3 notions. Je continue un tout petit peu, je vois que l'heure tourne, hein, je garde mon côté très bavard de prof. Un point clé, c'est, encore 2 points sur cette résilience organisationnelle, c'est la notion d'innovation ordinaire. Alors c'est l'expression de Norbert Alter. Hein. Aujourd'hui, nous avons une situation d'urgence. Alors il y a des mots qui ont été mentionnés par le président de la République, situation de guerre. On doit trouver des solutions rapides. Les solutions rapides, c'est en général les personnes qui sont sur le terrain. Et là, on a effectivement un bricolage, alors, on parle de sérendipité, hein, d'innovation ordinaire, s'adapter effectivement pour trouver des solutions rapides et opérantes. Hein, donc, et là, la notion d'innovation ordinaire, c'est essentiellement 2 choses. Sortir du cadre et être en situation de prototypage. Sortir du cadre, alors on connaît ça hein, depuis longtemps dans les logiques d'innovation, et de prototypage, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne sert à rien de rester dans des organisations très militaires, il faut tester les choses. Encore faut-il que l'on ait les ressources, et encore faut-il que le système de gouvernance le permette. Donc ici, il faut tout de suite faire des choses. Je prends cet exemple-là, c'est des étudiants de la faculté de pharmacie de Lille, et ensuite ça s'est généralisé, qui dès le 16, 17, 18 mars, ont dit bah, nous on a un stock, on fait des solutions hydroalcooliques. Il y a cet exemple de ce pharmacien qui est bloqué et nourri à Paris. On fait tout de suite des choses. On ne se pose pas la question, entre guillemets, de est-ce que je peux, c'est je le fais. Les gens sont plutôt quand même responsables. Alors après, effectivement, quand vous êtes en gestion d'un collectif, vous avez effectivement, il faut s'assurer que ces ensembles d'innovation répondent quand même à une dimension collective. Donc là, on voit effectivement ce que j'appelle cette notion d'innovation ordinaire. Il faut la mettre en place, il faut y aller. Et en gestion de changement, il y a une action, enfin gestion de changement, mais en gestion de crise, on a la notion de réponse rapide. C'est-à-dire qu'on doit mettre les choses en place très rapidement. Et obligatoirement, le mode d'innovation, de production, de gouvernance de cette situation-là est différent.
on a vu et on voit encore aujourd'hui la polémique qu'il y a sur la chlorhexidine et effectivement un certain nombre, est-ce que je ne suis pas médecin, etc. Mais on voit clairement deux débats, deux modèles s'opposer. Un modèle qui est de dire je réponds à l'urgence, je propose une solution, et un modèle qui dit non, vous n'êtes pas dans les critères qui sont effectivement de vérification, de cohérence, etc. Là, on voit qu'on a deux modèles opposés. Et ça, dans ce que l'on voit au niveau, dirais-je, national sur ce sujet-là, on va le voir aussi dans les organisations à des moments donnés. Donc, on a cette notion d'innovation ordinaire, de réponse rapide. Donc, est-ce que les acteurs ont cette posture-là et est-ce que les organisations le permettent? Donc, ça, c'est quand même relativement important. Je prends un exemple très simple par rapport à ça. Alors Gilles Bonenfant l'a dit tout à l'heure sur on met en place tel outil, il nous faut faire un tas. Non, en 2 heures, c'était mis en place. Nous, dans les environnements, dirais-je, académiques, mettre en place des outils en ligne, fallait le faire tout de suite. Et quand certains acteurs nous disaient c'est pas possible pour des raisons de sécurité, que l'on comprend, on disait mais non, on ne peut pas. Donc là, on a eu deux avis, dirais-je, très différents et on va devoir gérer ça. Dernier élément sur l'aspect, dirais-je, des acteurs opérants, dans la résilience organisationnelle, les acteurs opérants, il y a des travaux qui ont été menés il y a quelques années sur ce qu'on appelle en management la posture en mode delivery. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des travaux qui ont été menés en grande partie en Corée du Sud, qui aujourd'hui, la Corée du Sud est vue comme, entre guillemets, un des exemples à suivre comme pays pour gérer cette crise. Et là, ça pose la question de ce qu'on appelle dans les organisations, que le monde anglo-saxon appelle les doers, ceux qui font. Alors, je fais toujours attention, en français on pourrait dire faiseur, mais Balzac avait une autre définition de ce mot, donc je ne voudrais pas que ça porte à confusion. Mais on a effectivement cette notion d'acteur opérant. Si on reprend ce qui avait été développé dans les travaux, entre autres par Philippe Lee, avec lequel j'avais travaillé, mode delivery, c'est un certain nombre de postures, dirais-je, des acteurs et des acteurs décisionnels et du leadership. Un, prendre des risques. Donc ça, à un moment donné, ce que l'on va faire, on n'a pas le mode d'emploi. On n'a pas le mode d'emploi sans être des têtes brûlées, sans aller on va effectivement. Donc ça, c'est quand même un premier point. Deuxième élément, tout de suite engager l'action. Donc, on va tout de suite dans l'action. On teste des choses. Produire, donc troisième élément de la posture delivery, produire, réaliser les choses. 4, gérer les contraintes. On n'est pas dans une situation où on est sans limite de ressources. Donc, on va gérer les contraintes, utiliser les ressources et puis finaliser. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que nous avons besoin de ces acteurs opérants qui vont permettre ça. Je vous ai listé quelques points là qui nous paraissent ressortir aujourd'hui des éléments qui vont permettre aux entreprises de développer cette notion de résilience organisationnelle dans les organisations. Voilà un tout petit peu ce que je voulais vous dire. En conclusion, et je vais laisser la parole parce que je vois que le temps passe, aujourd'hui, on a bien deux notions. Une première, ce qu'on appelle deux frontières. Une première frontière sur les processus, dirais-je, sur les chaînes de production élémentaires des organisations qui sont à maintenir, absolument. Et une deuxième sur une innovation sur nos modes de fonctionnement, avec des formes de re-engineering qui vont peut-être demain donner de nouvelles formes, dirais-je, de management, d'organisation dans les entreprises. Merci beaucoup et les questions, vos remarques, etc. Merci beaucoup, David. Je te partage quelques questions. Donc, il y a Philippe qui demande comment gérer l'incertitude en planifiant. Évidemment, tu parlais de cette trajectoire de crise et puis cette invitation du mystère. Un des membres du LIM disait c'est la gestion du mystère aujourd'hui avec des informations qui tous les jours évoluent sur le virus, qui tous les jours évoluent sur ce qu'on aurait dû faire, pas faire. On est dans une incertitude comme rarement, je pense, on a vécu. Alors, à cette question, qu'est-ce que tu peux répondre? Alors, il y a deux choses aujourd'hui, c'est-à-dire que en gestion du changement, on dit toujours il y a la destination et le chemin. Aujourd'hui, je crois c'est très compliqué de planifier une destination. Par contre, on peut planifier, on peut s'inscrire dans une trajectoire et dire nous avons des boucles où nous allons vous donner, on connaît tous la notion de milestone, hein, donc d'étapes, et je pense que c'est important en mentionnant bien que effectivement cela va être
C'est-à-dire qu'on est le paradoxe, hein, c'est ce qui est mentionné, c'est on doit communiquer, on doit prévoir dans l'incertitude. Mais ce qui veut dire qu'on va être obligé de prévoir sur des boucles beaucoup plus courtes en disant à telle date, voilà ce que nous pensons faire. On reviendra vers vous, mais on a besoin de ces notions de temporalité, dirais-je, et de comment on va fonctionner dans cette temporalité, quitte à revenir régulièrement. Donc aujourd'hui, on a effectivement une sorte de trajectoire qui se positionne comme ça. On ne sait pas trop où on va. Ce qu'on veut, c'est se développer, continuer à être et faire en sorte qu'on soit un peu plus fort. Et par rapport à ça, on va essayer de gérer les boucles une à une avec ces éléments-là. Comment on gère le 11 ? Aujourd'hui, tous les salariés sont en attente. Donc on le voit, tout le monde est en réflexion sur ça, comment on va gérer, on communique, et effectivement, une autre communication. Donc on va être obligé de multiplier ces phases, ces temps, entre guillemets, communicationnels et de prévision, de planification, avec des temps plus courts. Voilà, c'est tout. On a des petites boucles dans une grande trajectoire. Oui, il y a une remarque aussi sur en fait cette crise qui a effectivement été un accélérateur de changement pour ce qui est des outils collaboratifs. C'est une incitation à réfléchir sur ce qui pourrait être simplifié demain. Là-dessus, qu'est-ce que... Alors, c'est un petit peu ce que je mentionnais là tout à l'heure dans ce REX déjà de la crise. Ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des choses qui se font avec des outils. Alors, le distanciel et le collaboratif, c'est pas encore complètement... on fait quelques tests aujourd'hui sur les intensités collaboratives avec le distanciel. Voilà, alors ça veut dire qu'il faut avoir des tout petits effectifs, que ça demande d'être très préparé, c'est très séquencé. Aujourd'hui, donc il y a quand même beaucoup de méthodes qui sont en train d'être testées, qui devront être généralisées par la suite. Il est clair qu'aujourd'hui, on va faire une forme de re-engineering sur des processus, et des choses qui se faisaient en présentiel se feront en distanciel demain. Et effectivement, il y a des gains. Serge Mercalli l'a dit tout à l'heure, finalement, on a pu fonctionner, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne franchissait pas le pas. Moi, je dis peut-être que l'éducation nationale va vivre son Big Bang avec ça, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de cours qui fonctionnent plutôt bien en distanciel. Je ne dis pas que tout le sera, mais effectivement. Donc aujourd'hui, oui, ces outils qui sont aussi, après, quand vous voulez, il y a des outils d'information et des outils collaboratifs de construction collective. Si on veut développer de l'intelligence collective, on sait que le distanciel ne suffira pas, il faudra l'encadrer avec des éléments présentiels, ça sera un mix. Et après, dans le fonctionnement des outils, il y a quelques règles sur des modes de fonctionnement qui sont importants, où l'important est de produire. Là, effectivement, on a un contenu un peu descendant, excusez-moi, parce qu'on est 108. Mais je sais que vous avez tous des choses pertinentes, effectivement, à mentionner et qui enrichiraient le collectif. Il y a une question sur le télétravail qui est intéressante de Sigline qui dit qu'en fait cette expérience, est-ce qu'elle est actuellement, elle est actuellement difficilement dissociable des contraintes de confinement? Est-ce qu'on est réellement en télétravail tel qu'on l'a défini depuis toujours, sachant qu'on on a été confiné très vite dans une situation bien souvent avec des enfants à qui il fallait faire l'école, dans des formats qui étaient quand même pas ce qu'on décrivait dans le télétravail. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu... Alors, deux choses déjà, je pense qu'on a changé la nature de ce que l'on fait. Le télétravail était vu à un moment donné pour réaliser des transactions qui étaient plutôt des transactions quand même où j'accédais à mon outil informatique et je réalisais des choses de chez moi. Je pouvais réaliser ces actions de production. Aujourd'hui, on a toujours ça pour un certain nombre de personnes, mais on a aussi ce que l'on fait là avec Teams. Ce qui était quand même très peu présent, ce qui n'était pas entendu comme étant du télétravail, forcément, dans toutes les organisations. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a déplacé le champ, et d'ailleurs on parle de moins en moins de travail, mais on parle de fonctionnement distanciel, qui va être l'élément clé, parce que un des éléments clés, dirais-je, de l'évolution et de la trajectoire qu'on va vivre maintenant sur l'année ou 2 ans qui viennent, ça va être ce qu'on appelle de la distanciation sociale. C'est-à-dire qu'on va devoir gérer nos organisations en gérant de la distanciation sociale. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de traitement significatif et de vaccin, la seule, dirais-je, parade que l'on a, c'est effectivement les gestes barrières. Et la distance est un des éléments clés dans les gestes barrières et dans les chaînes de propagation.
et de contamination. Donc, on va devoir gérer. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que là, aujourd'hui, on est en train de faire des choses en distanciel qui n'étaient pas prévues dans ce qu'on faisait en télétravail. Donc ça, c'est relativement important. Après, ce qui est mentionné, effectivement, il y a des notions, dirais-je, de configuration qui compliquent un tout petit peu. Alors, on l'a vu hein, dans l'étude que j'ai citée tout à l'heure, mentionné que un certain nombre de personnes n'avaient pas de pièces pour s'isoler parce qu'effectivement, il y a aussi la contrainte de gérer les enfants parce que l'école à domicile, c'est quand vous avez des enfants, c'est vous qui gérez le rôle d'organisateur hein, et les enfants ne sont pas complètement autonomes par rapport à cela. Donc, je pense qu'on est en train de construire quelque chose, d'innover sur ce que j'appelle le travail distanciel, qui est pour moi un tout petit peu différent du télétravail, qui était simplement plutôt un média sur des transactions qui étaient déjà dématérialisées. Merci. Il y a une question autour de ce qu'on vit aujourd'hui dans son rythme et dans les rythmes de prise de décision qui voudrait peut-être dire qu'aujourd'hui, la gestion de la crise n'a-t-elle pas de forts points communs avec les démarches d'innovation ? Aujourd'hui, pour moi, ce que j'ai appelé l'innovation ordinaire, alors déjà, j'ai parlé d'innovation ordinaire, hein, ça veut dire qu'on n'est pas dans un département R&D qui réfléchit à ce que sera on aura aussi besoin de ça, mais aujourd'hui, ce qu'on appelle l'innovation ordinaire, pour moi, c'est un des facteurs qui va permettre de répondre à la situation de crise. Parce qu'il faut être en situation, effectivement, de trouver des modes opératoires inédits pour répondre aux besoins que l'on rencontre. Et là, à un moment donné, il n'y a que les gens de terrain. Alors effectivement, ça donne des choses qui sont parfois un peu bricolées, mais on fait avec. Et je parle bien d'innovation ordinaire. Donc pour moi, c'est un des leviers qui va être dans la résolution de la et des crises. Mais aussi, j'insiste aussi sur ça, on pourrait le développer, j'insiste beaucoup sur cette notion de résilience organisationnelle. L'idée, c'est aussi qu'on apprenne dans ces vagues successives à être effectivement, aujourd'hui, les hôpitaux disent, nous on travaille avec des acteurs donc, qui sont dans les hôpitaux, disent, on va avoir une deuxième vague qui sera ou pas plus forte, on n'en sait rien, mais globalement on est plus serein. Alors vous dites, plus serein, ils disent oui parce que finalement, on a développé des capacités à gérer ce type de situation qu'on n'avait pas avant. Donc du coup, et je pense que nos organisations, c'est pas répondre comme ça une fois, c'est aussi se donner les moyens de développer ce que j'ai appelé cette résilience organisationnelle, c'est-à-dire cette capacité de réponse. Sur le télétravail, il y a une question sur ne pensez-vous pas qu'on risque de basculer d'un modèle 1 à 2 jours par semaine à 3-4, notamment en Île-de-France, et donc qu'il ne va pas y avoir de retour à la normale d'avant? Parce que cette nouvelle normalité, à quoi elle va pouvoir ressembler? Il y a des questions autour de cette nouvelle normalité, en fait. Peut-être qu'il n'y aura pas de retour à la normale d'avant. L'ensemble des personnes savent très bien. Alors, même si c'est assez paradoxal, parce que dans la tête de chacun, il y a un petit côté, on aimerait bien retrouver un peu quand même. Mais en même temps, c'est très bien que ce que l'on vit là aura des conséquences relativement structurelles sur nos modes de fonctionnement. Est-ce que c'est un 2 jours ou 3-4 jours? Je ne sais pas. Après, moi, je raisonne plutôt en termes de volumétrie. De dire, aujourd'hui, nous, on mène quelques études sur comment dispenser un cours à l'université. Le modèle qui était classique, il y a 21 heures, il y a 30 heures, et il y a tant d'heures, et c'est du présentiel, et il y a du travail à faire. Aujourd'hui, est-ce que finalement, on a encore besoin de faire venir des jeunes pendant 30 heures dans une salle? Donc je pense qu'aujourd'hui, on va avoir des modèles qui vont être mixtes présentiel, distanciel, avec des modalités, dirais-je, de travail différentes, avec des modalités de contrôle différentes, et qui vont se faire. Alors, est-ce qu'on va passer de 1 à 2 jours à 3-4 jours? Peut-être que pour certains, oui, peut-être pour d'autres, non. Mais je pense qu'on va avoir ce fonctionnement mixte distanciel-présentiel qui va être au cœur de beaucoup de fonctionnements des organisations. Sous réserve, ce qui a été mentionné aussi, de la faisabilité. La faisabilité, c'est-à-dire que le distanciel nécessite aussi alors je pense aussi qu'un des éléments qui fait que, parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur la reprise de l'école où on se met, c'est s'il n'y a pas reprise de l'école, il n'y a pas aussi reprise de l'activité économique. Donc du coup, par rapport à cela, quels sont les éléments qui sont favorisants, facilitants par rapport à ça? Ce qui est peut-être aussi, je disais dans la presse que WeWork a beaucoup de difficultés et se trouve en situation économique, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des nouveaux
endroits qui vont se créer pour effectivement permettre cela. On peut tout faire en distanciel, mais d'ailleurs, Cécile t'a proposé qu'on allume la caméra quand on parle, parce que dans la vie, il y a le verbal et le non-verbal. Alors surtout dans des cultures comme le nôtre, le non-verbal compte quand même pour beaucoup. Alors là, en 3D, c'est encore mieux. Hein. Et donc, je pense qu'il va falloir trouver bien évidemment des justes milieux dans tout ça. Je crois que ce sur quoi il faut être vigilant, en particulier dans les métiers de service, c'est que le télétravail, un jour sur deux, versus 3 jours sur 4, soit pas du coup un prétexte pour diminuer la part de bureaux accessibles et des lieux de créativité qu'on offrirait à nos collaborateurs. Je crois que c'est un point, et en particulier peut-être en Ile-de-France où l'immobilier est si cher, je crois que c'est un intérêt en particulier de diminuer le temps de transport, diminuer un certain nombre d'éléments, je pense que ça il faut le faire. Mais le lieu physique, le totem où on se retrouve, où on crée, où on imagine, où on échange, où on se regarde, où on partage, où on sourit, il faut trouver le bon compromis dans tout ça. Mais le verbal, non-verbal dans nos cultures, c'est quand même essentiel. Gilles, en complément et en écho, aujourd'hui dans la problématique intelligence collective et distanciel présentiel, on dit finalement ce qui est important, c'est la notion de board. Au début, quand on commence un travail collectif, il est important d'être en présentiel parce qu'on a besoin, comme nous sommes des animaux sociaux, de se sentir, de voir des choses, de trouver un lien, etc. Donc on sent très bien que le début nécessite vraiment, si vous constituez un groupe, dans un premier temps en distanciel, par contre, on sait qu'aujourd'hui, il y a le début qui sera présentiel, le milieu qui pourra à des moments donnés être fortement distanciel, et la fin où on décide, où on valide, on se dit les choses, etc., qui va être nécessairement en présentiel. Donc on voit très bien ce mode entre guillemets distanciel. Et après l'effet de lieu, de rencontre, parce que si ce sont des éléments constitutifs d'une identité du collectif. C'est à la fois une relation, mais c'est aussi l'identité d'un collectif. Mais des crises comme ça, pardon, après je me tais, mais bousculent aussi des notions d'interculturel. Nous, vous savez, on travaille pas mal au Maroc, on a des jobs au Maroc. Moi, j'ai été surpris de voir à quel point un pays comme le Maroc et les équipes marocaines de nos clients ont été capables de se mettre en mode distanciel à une vitesse absolument incroyable et surtout à continuer à travailler. Il n'y a quasiment pas eu de rupture sur ce que nous faisions avec nos équipes au Maroc et leurs clients. Alors que s'il y a un lieu parmi ce qu'on peut citer où l'interculturel porte à un contact physique, à une présence, il fallait voir... on l'a tous vécu sur des jobs qu'on gérait sur place où il fallait vraiment être présent. Là, finalement, ça fonctionne très bien. Donc, ça bouscule aussi de l'interculturel, ce que je trouve assez intéressant. Je vois le sourire de Pascal Roland du Maroc. Il y a une question aussi qui a été likée plusieurs fois. Comment faire de la résilience avec des fractures internes entre les salariés? Nos clients nous en ont beaucoup parlé ces derniers temps, les travailleurs terrain et les télétravailleurs. C'est un sujet et qui posait aussi la question plus éloignée, mais de l'engagement aussi d'un certain nombre de télétravailleurs qui n'auront pas été sur le front à un moment où certains l'étaient, voilà, avec les métiers troisième ligne, voilà. Voilà, aujourd'hui, effectivement, il y a un risque. Alors, il y a un risque qui est, je veux dire, où il y a certains acteurs sociaux qui soufflent un peu sur les braises. Donc, on voit, par rapport à ça, moi je pense qu'il y a déjà un temps un peu de catharsis sur ça. Je pense que les acteurs de première ligne ont besoin de dire et d'être reconnus sur on était en première ligne. Donc je pense qu'effectivement, il y a un élément clé qui est effectivement à la fois de la catharsis sur ce qu'ils ont vécu et qu'ils soient reconnus comme tels. Donc ça, je pense que ça, c'est relativement important, être reconnu comme tel sans créer de fracture, effectivement, avec la notion d'opposition entre ceux qui sont au front et ceux qui sont à l'arrière, hein, parce que ça a été aussi des expressions qui ont été mentionnées. Donc moi aujourd'hui, qui est un temps de catharsis, qui est un temps de reconnaissance, et quand je disais tout à l'heure le bilan de ce qui a été fait, ça aussi, c'est relativement important parce que ça permet aussi de voir que à la seconde ligne, il y a aussi beaucoup bossé. Une remarque très intéressante, encore une fois, mais
quelqu'un vous appelle, vous dit ah bah comme ça tu vas pouvoir te reposer un petit peu. Tu dis mais non, j'ai jamais autant travaillé. C'est pas du repos. Alors effectivement, je suis pas aux urgences d'un hôpital, mais ce qui veut dire que derrière il y a donc, mais il faut être capable de dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a produit. Donc je pense que l'inventaire, dirais-je, des actions réciproques et de ce qui a été fait est relativement important parce que sinon on risque de rentrer, et là c'est pour ça que j'ai mentionné la notion de justice sociale tout à l'heure, dans ce sentiment d'équité ou d'inéquité. Et là on est sur des représentations. Encore faut-il amener des éléments pour que les gens puissent juger et avoir des représentations. Donc ce bilan et puis cette notion un peu de catharsis qui me paraît. Et effectivement, pourquoi, et puis qu'il y a aussi des temps en distanciel sur cela pour effectivement parler un tout petit peu de ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quels sont les acteurs, parce que là, on risque de recréer de l'opposition qui peut être dangereuse. Peut-être une dernière question pour respecter le temps, parce qu'autrement, évidemment, on pourrait en discuter très longtemps. Il va falloir qu'on arrive à clore nos échanges. Je vois un point dans les questions qui est important. Donc, j'ai beaucoup parlé de résilience organisationnelle. Oui. Je vois la résilience du leader, effectivement. Comment on va travailler cela aujourd'hui? Enfin, un petit point quand même. Une technique qu'on connaissait depuis longtemps, ce qu'on appelle le management binomial. Le management binomial, c'est-à-dire qu'on a un binôme avec lequel on travaille, on se confie, on parle. Aujourd'hui, on a besoin effectivement d'échanger sur nos difficultés. Ce qu'on appelle le management binomial, c'est un acteur avec lequel, qui est à peu près à votre niveau, avec lequel il y a en dehors des... Alors je sais, en général, il y a beaucoup d'acteurs RH qui sont là. Ça se fait en dehors, dirais-je. C'est simplement un échange entre des personnes. Aujourd'hui, la résilience passe par effectivement un certain nombre de choses que j'ai pu mentionner, mais passe aussi par la possibilité que les personnes auront à témoigner, échanger sur ce qu'elles font, comment elles le font, et aussi leurs peurs, leurs craintes, leurs angoisses, etc. Donc ça aussi, c'est un élément plus développement personnel, mais ça va être relativement important à mettre en place. Voilà, je pense qu'on va clore, David, on va clore pour respecter les timings. Je te remercie beaucoup, je remercie tous les gens qui se sont connectés, ça nous ravit. En effet, on voit que vous étiez nombreux, c'est des sujets qui nous passionnent, vous avez bien compris, on veut continuer. On va essayer peut-être d'en faire encore, parce qu'on ne pense pas qu'on va réussir encore à vous réunir chez nous dans nos locaux. Donc voilà, un grand merci à tous, un grand merci David, et à tous ceux qui m'ont aidé à construire tout ce qu'on a fait aujourd'hui et qui m'aident dans le cadre du laboratoire. Voilà. Très bonne journée à tous. On peut continuer le fil Teams et poser encore des questions avec David, on pourra y répondre. Voilà. Merci à tous, je vous donne un message.